Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2020 et donc très bientôt, normalement, les Good Morning Market auront lieu en direct, hein. Visiblement, c'est quelque chose qui sera largement possible avec le logiciel que j'utilise. Donc le but sera de débuter les directs à partir de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, afin de nous rattraper par rapport à hier, nous allons faire un point sur les matières premières, notamment sur le platine et le gaz naturel, mais avant tout, nous allons commencer par les différentes nouvelles, et il y en a eu avec des indices d'ailleurs, comme vous pouvez le constater pour la plupart, à des niveaux records. Alors les indices américains ont terminé la séance d'hier à la hausse avec le S&P 500 qui a gagné 0,57%, le Dow Jones 1,44% et le Russell 2000 près de 4%, très exactement 3,98%. Le Nasdaq, quant à lui, s'est replié et a perdu 0,61%, ce qui a indiqué une rotation de portefeuille au détriment des valeurs technologiques, hein, d'où le repli considérable du Nasdaq, en faveur des valeurs cycliques. Et pour cause, c'est la victoire des démocrates au second tour du Sénat en Géorgie. Alors les deux camps disposent à présent de 50 sièges au Sénat, mais la différence, c'est que Kamala Harris sera en mesure de trancher en faveur des démocrates de par son vote décisif. Alors que s'est-il passé lors de la session en Asie-Pacifique? Nous avons pu constater également des hausses avec notamment le S&P SX 200 et le Nikkei qui ont gagné 1,6%. Le Kospi coréen a bondi de 2,5% et les indices chinois se sont échangés de manière mitigée. Alors à noter, ça ne vous aura pas échappé, la certification des élections américaines a été interrompue hier après que des partisans de Donald Trump aient fait irruption au Capitole. Cependant, l'ordre a été rétabli et les débats ont pu reprendre. Le conseiller américain pour la sécurité nationale, O'Brien, ainsi que son adjoint Pottinger envisagent de démissionner après que Trump n'ait pas condamné les violentes protestations. Et à noter également que certains législateurs préparent une fois de plus des articles de mise en accusation contre Donald Trump. Les médias ont rapporté que les membres du cabinet envisagent d'utiliser le 25e amendement. Pardon. Donc c'est une révocation du président américain pour maladie ou incapacité d'exercer ses fonctions. Et dans la foulée, Twitter et Facebook ont suspendu les comptes de médias sociaux de Donald Trump. Et donc, la réelle nouvelle, hein, qui a porté les valeurs cycliques, c'est cette victoire, hein, du camp démocrate qui remporte donc les deux sièges au second tour du Sénat en Géorgie. On a pris connaissance également hier à 20 heures du procès verbal du FOMC. Ça a été un non-événement, hein, comme prévu, car il n'y a eu aucun changement à court terme de la politique monétaire aux États-Unis. Concernant la situation pandémique, hein, nous avons hier fait état d'un nombre record, hein, de nouvelles contaminations, et le Japon devrait annoncer l'état d'urgence à Tokyo encore une fois aujourd'hui. Et le Bitcoin qui ne s'arrête pas, le Bitcoin qui donc dépasse les 37 000 $ pendant la nuit, et la capitalisation des marchés des crypto-monnaies a dépassé les 1 000 milliards de dollars. Et le marché pétrolier également est en grande forme avec un pétrole WTI qui a dépassé les 51 $ le baril. Alors à noter, hein, que cela a été renforcé davantage par justement cette annonce surprise de l'Arabie Saoudite de réduire sa production à hauteur de 1 million de barils par jour. Et donc nous avons pris connaissance d'une baisse considérable, plus que prévu, des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Et c'est une tendance qui devrait se poursuivre à court terme, hein, de par cette décision notamment de l'Arabie Saoudite, même si l'on a constaté une hausse des stocks d'essence et de distillats, hein, la mobilité étant en cause, et le ralentissement de l'industrie également. Donc voilà pour ces différents points. Nous allons aujourd'hui commencer par le compartiment des matières premières avant de passer aux indices boursiers, des indices qui sont sur des records. On atteste le DAX qui marque tout de même une pause à l'image du CAC 40. Alors avant de passer sur le pétrole WTI, nous allons commencer par le platine aujourd'hui. Et nous allons débuter par ce graphique. Sur ce graphique, vous retrouverez les cours du platine superposés aux cours du gold et les cours du dollar américain. Alors ce sont trois actifs qui sont étroitement liés entre eux. Et donc d'abord, on va parler des différences entre le platine et le gold. Il faut savoir que le platine est un métal précieux à caractère industriel, beaucoup plus que l'or, hein. Son utilisation industrielle, dans l'industrie, est largement supérieure à l'or. Il faut donc
garder à l'esprit que 50% du platine est utilisé à des fins industrielles. Ce qui explique, on le voit ici, le comportement différent des cours avec un gold qui a récemment marqué un record historique alors que le record historique du platine était en 2007. Alors cette différence de cours entre ces deux métaux qui devraient être normalement, qui devraient afficher des cours plus ou moins similaires, s'explique de par cette utilisation dans l'industrie. Il y a également une autre différence importante que l'on va aborder aujourd'hui, c'est du côté de l'offre. Et c'est notamment la rareté du platine par rapport à l'or. Il faut savoir que la production annuelle de platine est environ 10 fois inférieure à celle de l'or. Donc voilà pour ces différences notables qui expliquent ces différences de cours. Il faut noter tout de même qu'il y a, hormis ces différences majeures, il y a un point commun et c'est justement ce lien avec le biais vert. Et donc la faiblesse actuelle du biais vert permet donc de porter ces deux métaux. Et bien entendu, acheter de l'or ou acheter du platine, c'est parier sur une poursuite de la chute du biais vert. Ici, on retrouve le dollar index qui représente justement le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Et peut-être même ici, ce sont des graphiques en mensuel, hein, je le précise, peut-être même ici la formation d'un double top. Et si on venait à franchir la ligne de cours, on pourrait poursuivre, le dollar pourrait donc perdre davantage de terrain, ce qui pourrait favoriser les métaux précieux et donc notamment le platine. Et donc un biais haussier qui se renforce sur ces métaux précieux et qui semble également garanti par la crainte de la hausse de l'inflation au vu donc de la politique ultra accommodante des banquiers centraux. Donc voilà pour ce graphique qui, selon moi, en dit beaucoup sur les perspectives concernant le platine, un platine qui n'a pas marqué de record historique, qui a certes retrouvé des couleurs hein, depuis la crise de coronavirus, qui a dépassé les précédents niveaux, mais qui est bien loin de ce que nous a fait le gold lors de l'année 2020. Et peut-être que en 2021, le platine brillera largement plus que le gold. Alors, il y a d'autres éléments. Donc qu'il faudrait soulever, notamment ce fameux ratio qui nous permet, le ratio or-platine, qui nous permet donc de penser que le platine pourrait surperformer les cours de l'or. Alors il faut noter que ce ratio est en hausse depuis de nombreuses années, hein, on peut le constater ici, depuis notamment 2007. 2007, c'était l'année où le platine avait justement marqué son record historique et on a atteint un niveau extrême lors de la crise du coronavirus. Au-dessus, ici, on le voit, des 2,25. C'est réellement une valeur extrême. Nous sommes actuellement aux alentours des 1,75 et ce ratio pourrait poursuivre son repli en direction de son prochain support aux alentours des 1,50. Et cette poursuite du repli du ratio hors platine, en cas de cassure des 1,75, pourrait s'expliquer de par un retour de la demande industrielle et de la demande d'investissement. Et donc, en parlant de demande, nous allons essayer justement d'examiner cette demande de platine plus dans le détail et de voir d'où provient la hausse de la demande de platine et quelle hausse de demande pourrait donc nous assurer une surperformance du platine par rapport au gold, car il y a plusieurs... tout d'abord, il faut savoir que la demande de platine a plusieurs utilisations, hein, elle vient de plusieurs secteurs, mais la plupart de cette demande provient principalement, on le voit ici, du secteur automobile. Pourquoi du secteur automobile? Étant donné que le platine est utilisé pour ce que l'on appelle les convertisseurs catalytiques, qui permettent donc la réduction des émissions toxiques des moteurs à combustion. Et donc, il faut savoir d'abord, on va replacer les choses dans leur contexte, les cours du platine avaient été fortement pénalisés de par le scandale du Dieselgate hein, très récemment, mais les cours du platine pourraient continuer à profiter pleinement de la hausse des standards d'émission pour le secteur automobile. Et donc, ce qui pourrait expliquer cette hausse de la demande, on le voit ici, c'était pour l'année 2020, et voilà à quoi on s'attend pour l'année 2021. Donc, une hausse considérable de la demande en provenance du secteur automobile, grâce notamment également à des économies géantes telles que la Chine ou l'Inde qui mettent à jour leurs réglementations, qui sont en train de s'aligner avec d'autres pays. Et il faut savoir également, ça, on en avait parlé pour le copper, mais ça concerne également le platine. L'essor des véhicules électriques devrait stimuler également la demande de platine sur le moyen terme.
car le platine est utilisé dans la fabrication des piles à combustible à hydrogène. Et donc, ce qu'il faut savoir très rapidement, c'est que le mélange de l'hydrogène à l'oxygène permet de créer justement cette électricité qui est utilisée par les véhicules électriques. Donc, voilà pour le secteur automobile. Il y a également d'autres secteurs qui devraient donc voir une hausse, qui devraient être source de la demande, d'une hausse de la demande de platine. Tout d'abord, l'industrie du verre que l'on retrouve ici avec une hausse considérable. Pourquoi le platine est important dans l'industrie du verre? Tout simplement parce que le platine a un point de fusion élevé et une forte résistance aux corrosions. Et donc le platine est utilisé pour manipuler le verre, pour d'une manière générale manipuler des substances à haute température, et le verre fait partie justement de ces substances. Il y a enfin une demande en provenance d'un autre secteur, le secteur de la chimie, qui devrait voir une nette hausse. À noter également que le platine est utilisé dans la chimiothérapie. Et donc voilà pour les différents secteurs qui pourraient booster cette demande de platine. Donc le secteur automobile, le secteur du verre et également le secteur de la chimie. Et il y a un secteur qui pèse, qui empêche peut-être et qui explique ce retard des cours du platine, c'est justement la demande en provenance, la demande de platine physique en provenance des ETF, qui ne se sont pas trop intéressés, si je puis dire, à cette matière première. Et si les ETF retrouvent un intérêt considérable pour le platine, donc pour ce métal précieux que l'on dit à caractère industriel, qui est d'ailleurs principalement produit en Afrique du Sud, 80% de l'offre de platine provient de l'Afrique du Sud. Alors, dans le cas d'un regain d'intérêt des ETF pour le platine physique, cela pourrait considérablement booster les cours. Pourquoi? Car tout simplement, la demande serait nettement supérieure à l'offre, et donc cela créerait une forte hausse des cours de platine. Donc voilà pour donc cette étude, si je puis dire, de l'offre et de la demande des cours du platine, donc des fondamentaux, une hausse qui pourrait être garantie en cas d'un regain d'intérêt des ETF pour le platine physique, car plusieurs secteurs devraient booster leur demande, pour résumer l'automobile, la chimie et le secteur du verre. Donc voilà pour le platine. Nous allons à présent nous intéresser au gaz naturel, le gaz naturel qui semble nous faire faux bond actuellement, mais qui est toujours, d'un point de vue technique, les perspectives sont toujours baissières. On est en dessous du nuage. On est allé tester la ligne de coût d'une précédente ETE. On évolue dans un canal baissier. On est sur la borne supérieure, donc techniquement parlant, il est beaucoup plus probable d'assister à une vague baissière actuellement. Mais on va s'intéresser aux fondamentaux, laisser de côté le technique pour le moment, on en fait tous les jours. Concernant les fondamentaux, ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks de gaz sont en train effectivement de diminuer. On est en train de s'éloigner de la borne haute sur 5 ans. Pour ceux qui suivent souvent ce Good Morning Market axé sur les matières premières, c'est une donnée que l'on suit, notamment les stocks de gaz naturel par rapport aux moyennes de 5 ans. Nous avons la moyenne ici, nous avons la borne haute, donc c'est le maximum, et nous avons la borne basse. Pendant très longtemps, on était sur la borne haute de ces données des 5 dernières années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks de gaz diminuent effectivement, mais ce sont pour des causes de saisonnalité. On le voit, les 5 dernières années, ça a été le cas, et ça a toujours été le cas à ce moment-là. C'est tout à fait normal, vu les saisons, vu le début de l'hiver, tout simplement, et donc un début d'hiver qui est associé à une forte consommation de gaz. Et donc, cette baisse n'est pas excessive pour le moment. Et il faut noter cependant que les températures aux États-Unis sont actuellement plus ou moins faibles, et les récentes baisses des stocks sont conformes aux prévisions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que seul un réel choc des températures aux États-Unis, donc une forte baisse des températures, pourrait accélérer la baisse des stocks actuels, pour lui permettre d'atteindre donc la moyenne de ces 5 dernières années, qui est représentée par cette ligne noire au milieu donc de nos bornes. Et donc c'est ce qui pourrait donc déclencher une baisse des stocks considérable vers la moyenne de 5 ans, et donc une éventuelle hausse des cours du gaz naturel. Alors qu'en est-il
du côté de l'offre et de la demande. Alors ici, on retrouve donc la balance entre l'offre et la demande hein, sur les 365 derniers jours. Ce qu'il faut noter, c'est que la production de gaz naturel aux États-Unis est toujours inférieure d'environ 5 milliards de pieds de cube par jour par rapport à l'année dernière au cours de la même période. Il y a une demande qui est excédentaire, hein, qui pourrait être source de hausse en raison, et ça c'est la réelle cause, d'une reprise significative des exportations américaines de GNL vers l'Europe ou l'Asie. Le GNL, c'est le gaz naturel liquide. Ça pourrait être la clé, ça pourrait expliquer, invalider notre scénario technique, expliquer une éventuelle hausse des cours du gaz naturel. Et en plus de cela, ce fameux GNL, les cours du GNL sont en train d'exploser en Asie et en Europe, notamment en raison d'une augmentation significative de la demande. On va le voir ici, hein, cette hausse exponentielle au cours des 6 derniers mois. Et ce sont les craintes de températures basses en Asie et en Europe qui ont créé cette explosion des cours du GNL, du gaz naturel liquide, mais principalement concernant l'Asie. Ça va concerner principalement l'Asie de l'Est et donc le Japon. Donc le prix du GNL au Japon, en Asie de l'Est, largement celui du prix du GNL aux États-Unis. Et au cours des derniers mois, on peut le constater, hein, la hausse a été massive. Et donc, une invalidation du scénario technique que l'on suit, que l'on aborde depuis plusieurs séances avec cette épaule tête-épaule, avec un premier pullback, on va revenir sur le graphique, avec un premier pullback ici sur la ligne de coup et un second pullback sur la ligne de coup. Ce scénario pourrait être invalidé et d'un point de vue technique, ça se traduirait par une traversée du nuage et plus particulièrement ici par une traversée de cette SSB aux alentours des 2,875. Ce scénario pourrait être invalidé en raison de températures basses en Europe principalement et en Asie de l'Est. Et donc cela viendrait de pair avec cette poursuite de la hausse considérable des cours du gaz naturel liquide, notamment au Japon. Donc voilà les raisons, voilà les risques qui pèse sur ce scénario technique, un scénario technique pour le moment qui tient largement. Nous sommes toujours à l'intérieur, je le répète, de ce canal baissier. Et donc, pour le moment, cette hausse ne s'apparente qu'un simple pullback en direction de la ligne de coup. Attention à cette faiblesse de nuage qui pourrait donc entraîner une hausse en direction des 2,88 avec un twist de nuage. Et là, pour le coup, ça confirmerait largement hein, les perspectives. Ça invaliderait les perspectives baissières. On viendrait tenter de combler plus de 50% du gap pour se rapprocher du haut de la tête de cette figure en ETE. Donc une situation plutôt complexe concernant le gaz naturel qui méritait de faire un point sur les fondamentaux et qui méritait d'aborder autre chose que les stocks sur 5 ans et d'aller s'intéresser au GNL et donc au gaz naturel liquide. Donc voilà pour le platine, voilà pour le gaz naturel. Donc comme habituellement, on va s'intéresser à présent au gold. Tout d'abord, cette situation technique en données hebdomadaires. Et on le voit ici, la résistance actuelle, c'est justement le niveau des 1920 $, un niveau que l'on avait mis en évidence d'un point de vue hebdomadaire. Qu'en est-il d'un point de vue journalier? On est allé beaucoup plus loin. On est allé beaucoup plus loin que les 1930 $. On a effectué un retour vers la Tenkan. Voilà, donc c'est notre Tenkan que nous sommes allés tester. C'est notre Tenkan à 1920 $ justement qui est en train de soutenir les cours du gold. Et là, c'est une chance que nous donne le métal jaune, que nous donne ce métal précieux de prendre part à ce rallye haussier. On a échoué, on n'est pas allé jusqu'au 1960, mais ça s'est joué à quelques cents, on s'est replié légèrement au-dessus des 1959 $ l'once avant d'aller chercher ici, de surpasser même hein, notre Tenkan. On est tout simplement allé combler notre gap, le gap ici de début janvier. Donc l'année 2021 avait commencé par un gap pour le gold, un gap qui est comblé, la fenêtre est à présent fermée, on peut repartir à la hausse et donc cette Tenkan pourrait être un très bon point d'entrée et la confirmation serait donnée par un nouveau franchissement des 1930 $ qui ouvrirait la voie cette fois-ci à un gold qui pourrait se hisser directement en 1960. 1960, c'est le dernier rempart avant les 2000 $ l'once. Donc un métal jaune qui est prêt à démarrer son année 2021 et n'hésitez pas d'ailleurs à privilégier les métaux précieux cette année, voire même les métaux précieux à caractère industriel. Nous en avons parlé et le platine en fait partie.
Qu'en est-il du pétrole WTI? L'Arabie Saoudite est venue au secours du pétrole WTI. L'Arabie Saoudite qui semble se sacrifier en réduisant sa production d'1 million de barils par jour, ce qui permet de rallier donc la Russie à cette entente de l'OPEP+, pour s'entendre concernant le mois de février, ce qui a permis à la Russie de faire des concessions, le Kazakhstan également. Mais bon, il faut savoir que cette hausse des cours bénéficie principalement à l'Arabie Saoudite, entre autres, pardon, à l'Arabie Saoudite. Et donc, ce niveau des 49,40, alors ici, il faut se baser sur les niveaux de février, les niveaux de la fin d'année, du début d'année, pardon, 2020, pour avoir les prochaines cibles et pour avoir les supports importants. Et ici, on a clairement validé le franchissement des 49,40 hier en prenant appui dessus, sans passer en dessous et en clôturant en territoire positif. Et aujourd'hui, on est en train de clairement le valider. On poursuit au-dessus de la barre des 50 $. Nous sommes même au-dessus des 51 $ le baril de pétrole. Quelle est la prochaine cible? La prochaine cible nous sera donnée en données journalières. La prochaine cible correspond simplement au sommet ici de la mi-février. Ça correspond à un ancien palier de Kijun. Ça correspond également à un palier ici de SSB. Ce sont les 54,34 $ le baril de WTI. Et en cas de franchissement, car il faut avoir un peu de visibilité sur le marché pétrolier qui semble se renforcer, même s'il y a certaines craintes qui pèsent sur ce marché-là, notamment concernant d'éventuelles nouvelles restrictions à travers le monde. Mais en cas de franchissement des 54,34, car il faut se rappeler que l'OPEP+ sera toujours là pour soutenir ce marché-là, la prochaine cible serait la barre des 57 $. Et là, on parle de niveaux que nous n'avons pas revisité depuis la fin du mois de janvier 2020. Et c'est un palier, encore une fois, de Kijun et un palier de SSB. Donc c'est comme ça que l'on va raisonner au cours des prochaines semaines. On va se baser d'un point de vue journalier sur ces paliers de Kijun qui correspondent également à des paliers de SSB. Ce sont des niveaux qui ont accompagné la baisse, qui ont permis de marquer des pauses, de rebondir, d'effectuer des pullbacks. Et donc pour l'heure, ce serait l'objectif. Donc on table pour une poursuite de la tendance de fond qui est indiscutablement haussière depuis notamment le franchissement de notre nuage en novembre 2020. C'était la condition d'une poursuite de la hausse. Et donc pour l'heure, la prochaine cible de moyen terme est à 50,34 $, même si un repli n'est pas à exclure. Un prochain pullback peut-être en direction des 50,10 $. Mais pour l'heure, les acheteurs ont clairement pris la main sur le marché pétrolier. Et d'un point de vue intraday, ici, on notera que nous avons effectué un test de cette oblique haussière, une oblique haussière qui relie les différents creux, une oblique haussière qui sert actuellement dans une inversion de polarité qui sert de résistance, et c'est elle qui a stoppé la hausse sur les cours du pétrole brut, des cours qui ont été également portés lors de la publication des stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Et donc le pétrole WTI marque une pause aux alentours des 51 $ actuellement, quand le Brent, quant à lui, est au-dessus des 51,50 $ en test de Satenkan en données H1. Le sucre marque une pause également et se replie quelque peu, ce qui pourrait enfin donner une chance aux acheteurs d'entrer sur ce marché, un repli qui pourrait se poursuivre en direction de la barre des 16. Alors cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu une baisse sur le sucre, depuis notamment le 22 décembre 2020. Il faut noter que la séance est loin d'être finie. On pourrait assister à une bougie verte à la clôture, mais en tout cas pour le moment, ça s'annonce plutôt bien pour ceux qui souhaiteraient intégrer ce rallye haussier sur le sucre. Le gaz naturel, nous en avons parlé. Le café a accusé d'un repli et le café, d'un point de vue mensuel, est en train de rejeter l'intégration dans le nuage, est en train de se diriger en direction des 120 cents la livre, ce qui invaliderait ici le franchissement de cette oblique baissière et ce qui permettrait donc de sortir du nuage en données mensuelles, ce qui donc renforcerait, ce qui nous donnerait un signal de baisse, car le café, nous l'avons laissé de côté dernièrement. Voici le pullback que l'on peut constater en direction de cette oblique baissière. Et d'un point de vue intraday, c'est beaucoup plus simple de constater en superposant les cours de l'USD BRL, car je vous rappelle la corrélation négative entre les cours de l'Arabica et l'USD BRL, un USD BRL qui s'est considérablement renforcé,
qui se renforce depuis ce début d'année et donc en parallèle, le café se replie depuis ce début d'année et se dirige tout droit vers la borne inférieure de son canal haussier. D'un point de vue Ishimoku en H4, on est en train de sortir du nuage par le bas. Il n'y a pas énormément ici d'obstacles pour la lagging span qui devrait réussir à franchir le nuage de par le twist, un nuage qui est relativement faible. Et donc, en cas de clôture d'une bougie H4 en dessous de cette borne inférieure, ce serait un signal de baisse considérable pour aller chercher les 118 dans un premier temps, ensuite aller chercher les 116,30, un niveau qui n'a pas été revisité depuis le 9 décembre, et ce serait le dernier rempart avant les 113,20 ici. 113,20, c'est un niveau qui date de la mi-novembre 2020. Donc, le café pourrait nous donner un signal très intéressant prochainement. Donc on le suivra avec attention. Qu'en est-il du métal rouge, ce métal industriel par excellence? Investir sur le métal rouge, c'est investir sur la reprise de l'industrie en 2021. Et ça, Goldman Sachs l'a très bien compris. Et Goldman Sachs envisage donc de nouveaux records historiques pour le métal rouge. Et il envisage donc un métal rouge à 9 500 $ la tonne à la fin de l'année 2021. Pour cela, il faudra réussir à s'affranchir en données hebdomadaires de cette résistance. Et donc, je vais essayer d'avoir un graphique un peu plus lisible ici. Un franchissement de cette résistance, ce serait donc le top départ pour tout d'abord les niveaux que nous a annoncé Goldman Sachs à 9 500 $ la tonne et pour par la suite, à la fin de l'année 2021, peut-être de nouveaux records historiques pour le copper, pour le métal rouge. Mais attention, pour assister à une phase de repli avant cela. En tout cas, on le gardera clairement sous surveillance à l'image du platine. Donc voilà pour les matières premières, on s'y est attardé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses à dire également sur les indices, que ce soit européens ou américains. On commence tout d'abord par le DAX en données journalières. Un DAX qui marque de nouveaux records historiques aujourd'hui et qui a confirmé le franchissement des 13 820 points. Alors les objectifs, pour avoir des objectifs, on pourrait s'intéresser aux projections de Soda. On a fait plus simple, on s'intéresse à présent au retracement extérieur de Fibonacci. Donc c'est ça qui nous donne... alors pourquoi retracement extérieur? Tout simplement, donc une rapide explication. Les retracements de Fibonacci sont basés sur un précédent mouvement. Alors pour ces retracements de Fibonacci, on se base sur le mouvement baissier qui a été initié ici au mois de septembre 2020, qui a marqué un creux en octobre 2020. Donc ce sont les retracements de ce mouvement-là qui nous intéressent nous concernant. Et étant donné que l'on a retracé ce mouvement à 100%, depuis assez longtemps, hein, depuis la fin du mois de novembre, mais on s'en est clairement affranchi à la fin décembre. Donc depuis que l'on a retracé ce mouvement à 100%, on n'a plus de retracement classique de Fibonacci. Donc on va utiliser ce que l'on appelle les retracements extérieurs. On a dépassé les 100%, donc à présent, on va s'intéresser aux 127,2% et par la suite, on va aller chercher un retracement plutôt important, le retracement des 161,8%. Et donc c'est un retracement qui comprend justement ce fameux 61,8%. Et donc, prochain objectif, selon les retracements extérieurs de Fibonacci, ici, ce seront les 127,2% à 14 048 points. Et le prochain retracement qui nous intéressera, ce sera le 161,8% à 14 793 points. Donc, aux portes des 14 800 points. Donc, si ce momentum haussier se poursuit, les records historiques devraient se succéder sur le DAX. Attention tout de même à la situation pandémique qui est alarmante, qui ne présage rien de bon. C'est la seule chose qui pourrait entacher ce rallye, qui pourrait freiner ce rallye haussier du DAX allemand, c'est notamment cette variante dite anglaise, ou voire même la variante sud-africaine, qui sont, on le sait tous, qui sont beaucoup plus contagieuses et qui pourraient entraîner une flambée des contaminations, quelque chose que l'on n'aurait même pas connu l'année dernière. On pourrait assister à des contaminations beaucoup plus élevées que l'année dernière. Et d'ailleurs, il faut rappeler que hier, nous avons marqué un triste record des contaminations à travers le monde. Donc ce serait éventuellement
ce qui pourrait empêcher ce rallye haussier du DAX. Pour l'heure, il n'en est pas question. Le DAX affiche un momentum haussier. C'est la deuxième séance que le DAX progresse clairement avec un très fort momentum. Et donc la cible est à 14 048 points en données intraday. Ici, on le voit visiblement, on est en train de marquer une pause aux alentours des 13 940 points. Même topo pour le CAC 40 qui est parvenu à progresser nettement, qui marque une pause, qui est venu combler son gap à 50%, qui vient se stabiliser, qui se replie quelque peu aux alentours de sa Tenkan. Qu'en est-il aux États-Unis? Alors, on a assisté depuis la victoire en Géorgie des 2 sièges du Sénat. On a assisté cet avantage des démocrates, étant donné que Kamala Harris aura toujours le dernier mot, notamment sur la fiscalité, sur les valeurs technologiques. On a assisté donc à une rotation en faveur des valeurs cycliques, une rotation donc qui a pénalisé les valeurs technologiques qui tremblent, notamment il y a certains points du programme de Joe Biden qui pourraient peser d'un point de vue fiscal sur les valeurs cycliques, donc d'un point de vue boursier sur les valeurs technologiques, et donc cela pourrait affaiblir considérablement le Nasdaq. En atteste hier le repli et donc cette rotation en faveur des valeurs cycliques et au détriment des valeurs technologiques. Et donc des valeurs cycliques qui ont clairement percé à la hausse, et le Dow Jones a enfin réussi, en prenant appui d'ailleurs sur cette fameuse moyenne mobile que l'on avait abordée hier, une moyenne mobile à 100 périodes. Le Dow Jones a pris appui dessus afin de progresser clairement à la hausse et aller marquer de nouveaux sommets. Le S&P 500 a été un peu plus timide, mais a réussi à revenir aux alentours des 3700 67 points sans parvenir à s'installer au-dessus. C'est la précédente projection d'Osoda qui avait permis de marquer notre point D et donc de finaliser cette vague haussière. On revient à l'attaque et tout l'enjeu pour le S&P 500 sera de réussir à s'installer au-dessus de ce niveau, au-dessus de la projection E, en vue de poursuivre son rallye haussier. Mais le plus impressionnant a été le Russell 2000. Le Russell 2000, nous attendions à un retour aux alentours du sommet de la tête de la précédente figure en ETE. Ce niveau-là a été pulvérisé. Nous sommes allés chercher les 2080 points pour le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations boursières américaines. Donc voilà pour les indices américains, les indices européens. Une autre valeur nous aura surprise encore une fois, et c'est le Bitcoin que l'on ne peut plus arrêter invisiblement, qui est allé se hisser au-dessus des 37 000 $. On est vraiment sur la borne haute de la zone que l'on avait déterminée, la zone d'ATR, une zone qui est basée sur le précédent rallye du Bitcoin. Alors, est-ce que ce rallye va pulvériser tous les records? Il le fait déjà, mais est-ce qu'il va surpasser cette borne supérieure de la zone de risque de l'ATR? Pour le moment, la prochaine cible, en tout cas d'un point de vue technique, est à 40 000 $ pour le Bitcoin. Donc voilà, on ne peut que constater cette hausse exponentielle. On le voit ici d'un point de vue hebdomadaire, c'est clairement impressionnant. Prochaine cible, depuis qu'on s'est affranchi des 35 000 $ sans aucun problème, c'est la barre des 40 000 $. Dans tous les cas, en touchant les 40 000 $, on aura un repli. Est-ce que ce sera un repli qui va annoncer un retournement de tendance, ou est-ce que ce sera un repli qui va permettre au Bitcoin de marquer une pause avant de repartir vers de nouveaux sommets, un peu ce que l'on avait pu constater le 4 janvier? Très difficile de se prononcer. Certains semblent sur deux et semblent indiquer un Bitcoin un rallye du Bitcoin qui ne s'arrêtera pas et qui se poursuivra dans les semaines à venir. C'est très difficile de se prononcer clairement. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain niveau à aller chercher, ce sont les 40 000 $. Et on notera également la reprise du Ripple. Le Ripple qui, après avoir marqué un creux et avoir quelque peu consolidé, marqué une pause, repart à la hausse, main dans la main avec le Bitcoin. Donc voilà pour les indices, voilà pour le Bitcoin. On passe à présent sur le marché d'échange.
notamment depuis que l'on passe au crible de plus en plus de paires de devises. Ici, le biais vert est en train d'effectuer son pullback en direction de son précédent support avec inversion de polarité. C'était un support, c'est à présent une résistance. Prudence sur le biais vert. On pourrait assister à un repli à présent que nous avons testé ce niveau, un repli qui pourrait présager une hausse de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a surpassé, qui est repassé en dessous de cette zone aux alentours des 1,23 et qui est allé par contre sagement tester les 1,2280 hein, sans parvenir à le franchir. Hein. Je vous rappelle que les 1,2280 c'était cette projection d'Osoda. Nous avions donc cette évolution des cours de l'euro-dollar dans l'enceinte d'une figure chartiste. L'avant-dernière jambe haussière nous a permis d'avoir un objectif en projection d'Osoda. Cet objectif est toujours d'actualité et a permis de contenir les cours. Hein. C'était une résistance. Aujourd'hui, on prend appui dessus. Alors, en cas de repli du biais vert sur ce niveau-là, cela nous permettrait donc à l'euro-dollar de repartir de plus belle pour cette fois-ci s'éloigner considérablement des 1,23. Cela ne vient pas invalider les perspectives haussières en direction des 1,25. Dans tous les cas, on aura encore une fois les 1,2260 ici en renfort. C'est un énorme niveau de support pour le biais vert et on aura bien entendu, souvenez-vous, de l'Apex de la précédente figure chartiste. Hein. L'Apex sera vraiment l'un des derniers garants de la hausse à court terme pour l'euro-dollar. Donc les perspectives restent toujours haussières en direction des 1,25 pour l'euro-dollar. Et l'euro-dollar ne pourra pas se replier davantage si le biais vert ne parvient pas à se hisser. Le biais vert fait face à une résistance majeure. Le biais vert devra s'attaquer par la suite au nuage Ishimoku en données H4. Donc ce n'est pas gagné pour le biais vert, ce n'est pas perdu pour l'euro-dollar, au contraire, c'est peut-être même une chance de prendre part à une prochaine hausse de l'euro-dollar en direction des 1,25. Le GBP-USD sur la borne haute de son canal haussier en données hebdomadaires marque une pause. Il vient chercher ici, on le voit en données H4, son nuage en renfort pour peut-être trouver la force, peut-être trouver suffisamment de momentum haussier pour enfin réussir à se hisser au-dessus des 1,3680, ce qui permettrait une poursuite de la hausse de court terme pour le câble. L'USD-CHF, enfin, nous allons en parler. Il est d'ailleurs en train de nous donner un signal d'achat à l'heure actuelle, mais il faudra un réel passage au-dessus des 0,88-200 pour espérer une poursuite de la hausse en direction des 0,88-40 et un éventuel comblement de ce gap. Hein. Ça serait ici, on va le marquer pour éventuellement le retrouver si ce signal vient se confirmer. Alors si ce signal haussier se confirme, pour cela il faudrait s'affranchir de la résistance ici pour l'USD-CHF qui correspond justement à un palier de SSB, les 0,8820. Si on parvient à se hisser au-dessus de ce niveau, donc direction un précédent gap qui pourrait être comblé, un gap que l'on n'a pas réussi à combler précédemment, que l'on a réussi à combler à 50%, un peu plus de 50%, on pourrait tenter d'aller le combler à 100% et s'attaquer à cette zone de résistance. Et ici, cette hausse pourrait prendre fin à ce niveau-là. Donc pour l'heure, à très court terme, hein, j'insiste sur le très court terme, les perspectives sont haussières si l'on parvient à se maintenir sur la borne, au-dessus de la borne haute de ce canal baissier, hein, car on le voit ici, depuis la fin décembre, les perspectives sont clairement baissières et donc il faudrait un réel passage au-dessus des 0,88-200 pour espérer un comblement à 100% de ce précédent gap de la fin d'année 2020 et s'attaquer à cette zone donc de résistance qui pourrait mettre un terme à cette tentative haussière sur l'USD-CHF. GBP-CHF donc a effectivement profité, le GBP-CHF profite de ce niveau de support pour repartir à la hausse. C'était également à la borne inférieure de son canal haussier. Il évolue dans l'enceinte de son nuage en données hebdomadaires, un nuage qui a été projeté sur des données journalières. Je vous rappelle que c'est possible sur la plateforme Xstation 5. Vous avez l'intervalle ici à sélectionner. En sélectionnant l'intervalle par défaut, j'ai mon Ishimoku en journalier et je ne peux que sélectionner des unités de temps supérieures à celles par défaut. Alors, mon unité de temps par défaut, c'est du journalier, donc par défaut ici.
En hebdomadaire, je choisis l'intervalle W1 et si je veux un Ichimoku en données mensuelles, je choisis MN. Et voilà mon Ichimoku en données mensuelles. Et cette importante zone de support, c'était d'ailleurs une Tenkan. C'était ma Tenkan mensuelle. Et à noter que le haut du range est ici renforcé par une Kijun en mensuel. Donc je reviens sur ma configuration initiale. Donc voilà pour le GBP CHF, l'USD TRI. On est en train d'enfoncer ici ce précédent record historique, cette zone de support majeur. Alors ce n'est pas encore gagné, hein. Il faudrait une clôture en dessous pour espérer une accélération baissière en direction du précédent support, ici aux alentours des 6,90. 6,90, oui tout à fait. Donc en cas de clôture journalière en dessous de ce niveau, la baisse devrait s'approfondir vers les 6,90 pour l'USD TRI. Donc il me semble que pour le reste, rien à signaler. On attend toujours un signal de l'AUD NZD, donc un franchissement de ce niveau-là pour aller chercher le prochain, un AUD NZD qui présente des perspectives haussières, notamment depuis le passage, le franchissement de la borne supérieure de son canal baissier, un canal baissier qui a accompagné les cours depuis la fin du mois d'août et cela s'est arrêté au début du mois de décembre. On a déjà eu une belle hausse, c'est un franchissement de notre nuage, un signal d'achat qui devrait être confirmé dès que l'on franchira cette résistance, ce qui permettra également à la lagging span de s'affranchir du nuage. On pourrait donc constater une accélération du momentum aussi en direction de la prochaine résistance. Donc ce Good Morning Market aurait été plutôt long, étant donné que s'est intéressé aux matières premières, notamment le platine et le gaz naturel. On a également fait un point sur les indices américains et européens, comme d'habitude, étant donné qu'il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Il se passe beaucoup de choses également sur le pétrole. Décidément, cette année 2021 commence très bien d'un point de vue marché, même si ce n'est pas trop le cas d'un point de vue pandémique. Donc ça pourrait être le point noir de ce début d'année, en fin de janvier peut-être, car il faut savoir que le January Effect, l'effet janvier, est présent au début de mois, mais il se dissipe à la fin du mois de janvier, et fin janvier, début février pourrait être complètement différent, hein. Cela pourrait changer la donne. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci, je suis vraiment ravi de voir de plus en plus de commentaires qui attestent donc de votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, encore une fois, continuez comme ça, et on se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Excellente journée à vous et à demain. Au revoir.